Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette 4e saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux. Dans cet épisode, nous allons donner une définition et une réalité à la notion de recherche participative. Bonne écoute! Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, on démarre cette saison avec ce premier épisode et pour lequel nous avons invité Grégoire Fette. Bonjour Grégoire. Bonjour. Et je suis toujours accompagné d'Émilie. Grégoire, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine et vous êtes également membre de l'équipe Ville et Territoire du laboratoire Pacte. Alors vous n'avez pas produit de recherche sur la science participative en tant que telle, mais vous avez de l'expérience en termes de collaboration entre recherche et société civile. Donc ma première question, ce sera, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? J'ai fait plutôt une thèse en climatologie avec du traitement de données, les mathématiques, la carto. Et puis ça m'a amené, une fois que j'ai été recruté à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, qui était à l'époque l'Institut de géographie uniquement, à travailler plutôt dans le champ de l'aménagement du territoire et à me, entre guillemets, à me sciences socialiser. Voilà. Et il se trouve que j'ai été élu local et que j'ai été un peu confronté à la problématique de l'aide à la décision, du fait de mobiliser de la connaissance pour pouvoir agir et décider. Et ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est l'espèce de hiatus qu'il y avait entre le potentiel qu'il y avait, notamment dans le champ de la recherche en matière d'aide à la décision, et ce qui était effectivement mis en œuvre du côté des élus de la décision publique, etc. Voilà. J'ai travaillé à la métropole grenobloise aujourd'hui pendant 4-5 ans pour mettre en place ce qui s'appelle le système d'information territoriale de l'agglomération et avec une fonction qui était extrêmement transversale parce que l'idée c'était de mettre en place tout un système d'accès à de la connaissance de manière très transversale et permettre à des gens qui travaillaient aussi bien sur l'économique, sur l'habitat, que sur les déplacements, d'essayer de partager de l'information et de la connaissance. Voilà. Et une fois que j'ai eu terminé cette période, ce détachement, il m'est apparu qu'il y avait vraiment un vrai chantier à organiser un peu pour favoriser des collaborations entre les ressources universitaires de manière générale, puis les territoires et ce qu'on peut assimiler d'une certaine manière aussi à la société civile, même si j'étais plutôt sur des problématiques qui étaient a priori territoriales, mais avec une dimension sociale bien évidemment. Comment Voilà. vous la définissez justement, cette société civile dont vous parlez ? Alors pour moi, la société civile, c'est un terme très large, c'est-à-dire que je peux faire par symétrie plutôt avec ce qui peut se passer dans le champ des sciences dures, des sciences de l'ingénieur, où pour l'essentiel quand même, les résultats des recherches, quand ils sont valorisés, indépendamment des aspects publication scientifique, ça rentre dans le champ de l'activité économique en étant, mettons, industrialisé ou proposé sous forme de service, quoi, monétarisé, quoi. Voilà. Dans le champ des sciences sociales, il y a assez peu d'activités qui donnent lieu à vraiment des activités économiques et commerciales. Et auquel cas, pour moi, la société civile, c'est bien sûr les citoyens, les habitants, les usagers, c'est les associations qui peuvent les représenter, mais c'est aussi les structures publiques, notamment dès lors qu'elles sont élues, qui sont une émanation de la société civile, donc d'une certaine manière la société civile aussi. Et ça inclut aussi les professionnels qui travaillent pour la société civile, pour ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le bien commun, quoi. Donc moi, j'ai une acception très large du terme de société civile. Voilà, ça pourrait être clair. Vous parlez d'une nécessité justement à poser les cadres, je dirais, de cette science participative. Dans votre expérience que vous avez de cette science-là dans le champ des sciences humaines et sociales, quelle était pour vous la problématique principale à ce qu'il n'y ait pas de cadre ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que, moi, l'expérience ou la connaissance que j'en ai montre qu'en fait, quand il y a collaboration entre la recherche et la société civile, pour faire vite, très souvent, c'est le fruit de relations personnelles. Ce qui produit je pense quand même une grosse iniquité ou inégalité, on va dire à la fois territoriale et sociale. Et il est clair que, je l'ai fait pour le coup, on regarde la répartition géographique des collaborations,
dès lors que vous avez une métropole avec une université, une bonne partie des collaborations se font dans le périmètre de la métropole. Et puis sinon, il peut y avoir effectivement, entre guillemets, quelques spots territoriaux qui sont un peu mis en lumière et vers lesquels, qui attirent aussi des chercheurs en disant il y a des choses intéressantes à faire. Ces initiatives-là produisent des choses extrêmement intéressantes, mais c'est un petit peu gênant de se dire qu'on va ne compter que sur une sorte d'alchimie forcément improbable pour que ces initiatives existent. Voilà. Surtout qu'il y a un cadre quand même d'argent public, donc ça peut poser des questionnements aussi là-dessus, non? Clairement, une sorte de barrière, c'est un peu excessif, mais de gap sociologique et géographique. Il y a des questions d'éloignement, hein, bêtement, qui font que... Et ce qui fait aussi qu'un des problèmes, si j'ose dire, vu du point de vue des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, si j'ose dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, si on a envie de travailler avec des acteurs sociaux, c'est pas compliqué parce qu'il y a le potentiel ou la demande, elle est là. Donc ça se fait relativement facilement. Le problème, c'est que la réciproque n'est pas vraie. Voilà. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que, pour être clair, l'université et la recherche est quand même très peu lisible de l'extérieur. Déjà, quand on est à l'intérieur, c'est pas toujours facile de tout saisir, mais vu de l'extérieur, c'est quand même c'est une sorte de nébuleuse assez incompréhensible. Moyennant quoi, si on n'est pas une structure qui a déjà les réseaux, les connaissances, etc., partir du site internet de l'université ou d'un annuaire pour essayer de monter des collaborations avec la recherche, c'est à peu près mission impossible, quoi, voilà. Et puis, d'autant que, ça c'est un autre aspect, hein, c'est qu'il y a un besoin d'acculturation, c'est-à-dire qu'il y a des vraies différences de fonctionnement, de système de valeurs, d'enjeux, etc. De vocabulaire de aussi. vocabulaire, de temporalité, de contraintes, entre des acteurs sociaux et puis l'université. Et ça se résout pas d'un coup de baguette magique. Et donc, il y a besoin d'avoir une acculturation progressive. Et pour moi, ça renvoie à quelque chose qui est, je trouve, assez peu pris en compte, qui est un espèce de continuum entre des relations liées à la formation et d'autres liées à la recherche. Voilà. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, par exemple, typiquement, un des moyens petit à petit d'acculturer des acteurs sociaux à la collaboration avec la recherche, c'est par exemple le fait de commencer par accueillir des stagiaires de licence pro ou de master. Voilà, parce qu'en général, ça se passe bien. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, si j'ose dire, on monte en gamme dans la nature des collaborations. Voilà. Alors justement, vous parlez de collaboration avec la recherche. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus de quel type de recherche on parle ? Oh, ça, c'est très varié, hein. Alors déjà, première chose, c'est que dans le monde de la recherche, on va parler de SHS. Mais si vous sortez dans le monde extérieur, le terme de SHS, ça n'existe pas. Les gens vont avoir des problématiques qui vont être liées à l'énergie, à la santé, au social, etc., à l'économie, voilà. Et avec de plus en plus, je pense, des dimensions qui peuvent être très techniques. Prenons par exemple la question de l'énergie, la question du numérique, la question de l'environnement, avec des dimensions de sciences dures, entre guillemets, mais qui doivent être abordées avec une perspective sociale ou sociétale. Voilà. Et ça, je pense, c'est un phénomène relativement nouveau. Et clairement, dans le monde de la recherche, tout domaine et toute discipline confondue, on a vraiment beaucoup de mal à arriver à coupler ces approches. Ça commence à se faire, et heureusement, il y a des choses. Mais on pourrait dire qu'en termes de cadre académique, de reconnaissance institutionnelle, ça ne pousse pas forcément à ça. Et on a plutôt quand même un fonctionnement une évaluation de la recherche, des labos, des individus, etc., qui se fait beaucoup dans des cadres qui sont assez strictement disciplinaires. Et là où, à mon sens, il y a des vraies vertus aussi de recherche, alors appelons-les participatives, c'est que du coup, on se retrouve face à des besoins, des demandes plus ou moins floues, même souvent assez floues, mais qui nécessitent obligatoirement de rassembler plusieurs disciplines. Et l'idée, pour moi, dans ce type de collaboration, c'est que chacun est un peu le tiers de l'autre, quoi. Voilà. Parce que si on fait venir des scientifiques sur des problématiques sociales avec des acteurs qui peuvent avoir des points de vue divergents, au-delà de l'apport de connaissances, les scientifiques constituent des tiers d'une certaine manière. Et inversement, ou symétriquement plutôt, les acteurs sociaux, territoriaux et autres peuvent permettre aussi faciliter ou requérir de la part de scientifiques d'avoir des approches qui soient pluridisciplinaires.
parce que le terrain, d'une certaine manière, le nécessite, quoi. Voilà. La question qui me paraît fondamentale là dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, donc vous avez deux grosses entités qui seraient la recherche et la société civile. Euh, Est-ce que on peut dire que parfois les bénéfices vont que dans un sens ou que dans l'autre, et quelles pourraient être justement les pluridirections, le pluridirectionnel dans lequel ça pourrait aller pour que chacun bénéficie de l'expérience, du terrain, de la recherche, de la connaissance de l'autre acteur en fait, Ouais. ou des autres acteurs. Alors ça renvoie à plusieurs questions. Alors moi, je reviens sur la problématique de la structuration de la recherche, des critères d'évaluation qui sont encore très, très conçus ou calibrés dans la perspective de la recherche en sciences dures et en ingénierie. Voilà. Typiquement, dans l'évaluation de l'activité de chercheur ou de labo, on va vous demander si vous avez déposé des brevets, par exemple. Bon, c'est vrai qu'en SHS, on a peu de brevets à déposer. Ce qu'on produit, c'est des connaissances, des méthodologies, et ça se transfère à travers de la formation. Alors, ça percole bien évidemment dans la formation initiale, mais quand on s'adresse à la société civile, l'enjeu, en fait, ça serait plutôt celui de la formation continue. Voilà. Et juste, bon, c'est pas qu'une anecdote, mais par exemple, les projets de recherche, dans leur évaluation, comme on dit, ex ante et ex post, souvent, enfin, moi, quand je m'occupais d'un dispositif d'attribution de bourses de recherche avec la région, là, on demandait aux porteurs de projets, y compris en SHS, de se caler sur quelque chose qui s'appelle la grille TRL, qui est Technological Readiness Level, qui est une grille qui va de 0 à 10, je crois, à 9, je ne sais plus. 0, c'est l'invention, et 10, c'est l'industrialisation. Voilà. Donc, ça paraît absolument, quasiment absurde. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler sur une contre-grille qui s'appelle Social Readiness Level. Voilà, mais ce n'est pas du tout rentré dans les mœurs. Hein. Voilà. Ouais. Donc, Disons que ça paraît complètement ubuesque dans le cadre des sciences humaines et sociales. tout à fait, oui. Là Donc, où, dans les sciences dures, c'est très simple. Enfin, oui. disons que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est conçu pour les sciences dures. Voilà. Et de la même manière, voilà, dans les universités, particulièrement à Grenoble, qui a toujours été un peu précurseur en la matière, on a des dispositifs de transfert de technologies, d'incubateurs, de soutien à la création de start-up, etc., qui sont reconnus voilà, au niveau national et international, mais qui ne fonctionnent pas ou très très mal ou très très peu souvent s'agissant des SHS. Donc on manque de ces dispositifs-là. Voilà. Et puis il y a un autre élément, enfin, là, sur des choses très très prosaïques aussi, qui sont que quand on s'adresse à de la société civile, ça va être, je l'ai évoqué tout à l'heure, dès lors qu'on a une dimension contractuelle, que ce n'est pas simplement, si j'ose dire, associer des acteurs à un processus de recherche, mais d'avoir une dimension contractuelle, on se trouve aussi souvent face, de part et d'autre, à des structures relevant de la comptabilité publique, et c'est clairement infernal, quoi. Voilà, il faut que ça rentre dans des cases, ce qui, pour le coup, dans la recherche, ça marche pas comme ça, quoi. C'est justement quand vous travaillez avec des entreprises privées, elles ont une certaine latitude. Quand les deux partenaires relèvent tous les deux, voilà, on arrive à des situations, effectivement, comme vous le dites, tout à fait ubuesques. Donc voilà, structurellement, on va dire qu'on n'est pas aidé, quoi. Voilà. Après, l'autre dimension que vous évoquez, c'est qu'est-ce qu'en retirent les participants non académiques. Alors, moi, j'ai souvent eu l'occasion d'entendre des gens me dire on a travaillé avec des chercheurs, c'était hyper intéressant intellectuellement, mais à la fin, on n'a pas grand-chose entre les mains, quoi. Voilà. Donc, à titre personnel, effectivement, pour eux, c'était intéressant, mais à titre de leur pratique ou à titre professionnel, voilà. Et là aussi, on a, à mon sens, clairement des choses à inventer, parce que l'idée, c'est d'avoir un partenariat à bénéfice partagé. Donc, pour les chercheurs, les bénéfices, entre guillemets, ils vont être dans la valorisation scientifique à travers des publications. Pour les acteurs, on peut imaginer que la collaboration avec des chercheurs leur a permis aussi ponctuellement, par rapport à leurs problématiques spécifiques, d'avancer, peut-être de faire mieux, différemment, etc. Mais il y a quand même un petit problème au sens où l'essaimage s'arrête là. Voilà. Or, on pourrait se dire qu'à partir du moment où on a travaillé avec des acteurs sur une problématique
particulière, cette problématique-là, elle se pose de la même manière ou de manière similaire dans tout un tas d'autres endroits, contextes, etc. Et qu'on a aussi là-bas des acteurs qui pourraient trouver un intérêt à bénéficier de ces apports de recherche. Voilà. Et donc, ça pose la question du transfert avec des modalités qui aujourd'hui n'existent pas ou peu. C'est-à-dire, ces gens-là ne vont pas lire les articles scientifiques, clairement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme médium pour pouvoir effectivement essaimer ces résultats. Voilà. Et ça, à mon sens, ça passe beaucoup peut-être par des publications qui ne soient pas des publications de nature purement scientifique, ou par exemple par de la formation continue. Toutes choses qui aujourd'hui ne sont pas vraiment demandées aux chercheurs et aux labos dans le cadre de l'évaluation, des critères d'évaluation des laboratoires, etc. Donc ce que vous dites très concrètement, c'est qu'en fait, il faudrait que ce qui se passe sur les territoires fasse office d'un continuum entre la recherche et la formation. Oui, c'est de se dire que ce qu'on a appris du terrain, qui peut être extrêmement riche, bon, encore une fois, quand on est enseignant-chercheur, on le fait passer quand même dans sa formation. Oui. Voilà. Mais en tant que on citoyen. peut se dire, voilà, en tant que citoyen ou même peut-être des autres acteurs professionnels ou associatifs qui sont dans la même sphère, c'est un peu dommage qu'ils puissent pas en profiter. Le principe des avancées scientifiques, c'est qu'elles se diffusent. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des initiatives très intéressantes, par exemple, le programme POPSU, donc qui est porté par le ministère de l'écologie, qui consiste, parce qu'il y a un tiers qui est l'État, qui met quand même de l'argent pour faciliter les choses. Il y a des collaborations qui s'installent sur une durée déterminée entre une collectivité, un territoire et puis des chercheurs, et qui donnent lieu à des petites publications écrites on va dire, entre guillemets, en français compréhensible par tout le monde. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça ouvre des pistes intéressantes. Mais en fait, il y a un tiers qui est venu faciliter les choses en prenant l'initiative, en étant une sorte de tiers de confiance et puis en mettant de l'argent. Il faudrait que ça puisse se faire de manière spontanée, c'est-à-dire naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de ce cadre-là. Chose qui est plus le cas, encore une fois, dans les disciplines de nature scientifique, technique, etc. Vous parliez tout à l'heure d'essaimage sur les territoires dans le cadre de ces recherches. Ma question, moi, c'est la question finalement du cadre et de la veille. Vous avez introduit là dans vos papiers la notion de cadre de tiers veilleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce qu'il me semble que c'est aussi quelque chose de très important dans le cadre de ces recherches de la science participative. Alors, il y a un symptôme assez intéressant. Donc, l'Agence nationale de la recherche là, a lancé, c'était en 2022, une première édition d'un appel à projet qui s'appelle « Science avec et pour la société », qui a été reconduit en 2023. Et j'ai trouvé qu'il y avait une évolution assez intéressante, au sens où en 2022, j'extrais une partie de l'appel à projet, où l'idée était de soutenir le développement de projets émanant de collectifs déjà constitués. Voilà. En 2023, ce qui est écrit par contre, ce qui est demandé, c'est constituer et justifier un consortium avec l'idée d'apporter, je cite, des réponses concrètes directement appropriables par la société civile. Et il précise, l'un des partenaires du projet pourra faire appel à un prestataire dit tiers veilleur. Voilà. Et je trouve que cette évolution est intéressante. C'est-à-dire que, la première édition, manifestement, quand il s'agit de soutenir des collectifs déjà constitués autour d'une problématique scientifique qui est déjà à peu près identifiée, on voit qu'il peut y avoir une dimension, même si ça a certainement produit tout un tas de choses intéressantes, un peu opportuniste, puisque c'est déjà des choses qui se faisaient. La deuxième, très clairement, la deuxième édition en 2023, c'est l'idée d'essayer de faire en sorte qu'il se passe des choses là où il ne se passait rien, et où donc les gens n'étaient pas acculturés, et où les acteurs qui vont s'associer, pour être motivés à venir, il faut qu'il y ait une perspective à peu près claire, qui vont, entre guillemets, en tirer quelque chose. Voilà. Voilà. Et puis, l'idée de tiers veilleur, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, ça renvoie à des choses qu'on vient de se dire. Le monde académique, le monde de la recherche est quand même un monde très particulier dans son système de valeurs, ses attendus, ses temporalités, son langage, comme vous le disiez, etc. Et le développement de ces collaborations ne se fait pas spontanément. Voilà. Et on a besoin d'avoir
un tiers, voilà, qui d'abord peut avoir effectivement de l'expérience parce qu'il a déjà été impliqué dans ce genre de démarche. Et puis, il fait en sorte de dissiper les malentendus ou éventuellement de les anticiper, etc. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, je peux dire un petit mot sur une expérience moi, que je trouve extrêmement intéressante qui se tient depuis les années 80 au Canada, à l'UQAM. Et oui, parce qu'en fait, à partir de 79, il y a une mission universitaire qui est distincte mais intégrée aux autres missions universitaires d'enseignement. Là, je copie ce que vous m'avez donné, de recherche et de création, qui est identifiée sous l'expression service aux collectivités. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir des années 1980 à l'UQAM ? Le SAC, ils n'ont pas la même histoire que nous, ça veut dire service d'aide aux collectivités. Mais en fait, là-bas, les collectivités, c'est plutôt ce que nous, on appellerait les communautés. Et donc, effectivement, ça peut être des syndicats, ça peut être des groupes de femmes, ça peut être des communautés autochtones, ou des collectivités locales, c'est très vaste. Voilà. Et en fait, l'idée, ils ont vraiment monté tout un dispositif avec un protocole, avec déjà l'idée que l'enjeu, la perspective, c'est de donner accès à la diversité des ressources universitaires, pas que la recherche. Voilà. Parce qu'encore une fois, commencer, si vous voulez, une forme de collaboration avec des acteurs de la société civile sur le mode de la recherche, c'est quand même assez risqué. Donc, il faut y aller progressivement. Et peut-être qu'il y a un certain nombre de configurations. En fait, ce qui va permettre d'être un peu efficace, c'est d'envoyer un atelier d'étudiants sur le terrain. Voilà. Et donc, c'est un service, ils doivent être 7 ou 8. Je dis elles parce que c'est que des femmes. Enfin, quand j'ai séjourné 2-3 mois là-bas. Et en fait, elles reçoivent une demande, un besoin. Elles font un travail de reformulation de manière à ce que ça soit acceptable par des chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les chercheurs ou enseignants-chercheurs y trouvent un intérêt. On construit le projet, éventuellement le financement, mais l'UQAM met régulièrement de l'argent, abonde un fonds qui doit être de l'ordre de, je ne sais plus, 100 000 $ par an quand même. Mais il y a des financements complémentaires. Et puis, ces chargés de projet, en fait, sont là comme un tiers sur l'ensemble du processus et s'assurent aussi que les 2, voire plus, parties impliquées vont y trouver leur compte, voilà, en prenant aussi en charge éventuellement de la formation, la publication, je ne sais pas, d'un livre blanc, d'un guide méthodologique, que sais-je. Voilà. C'est quelque chose qui existe donc, depuis les années 80 de manière continue. Alors justement, vous venez de parler de la publication d'un livre blanc. Avec l'exemple avec PopSu aussi, vous aviez cité la possibilité d'une production de contenu un peu plus vulgarisé à destination du public. En règle générale, est-ce qu'il y a d'autres types de productions qui peuvent émaner de ce genre de projet de recherche participative ? Je pense à l'UQAM, par exemple, ce qu'ils font assez régulièrement, c'est entre guillemets des mallettes pédagogiques. Voilà, avec l'idée que justement les apports ou les acquis plutôt de la démarche de recherche participative puissent être transmis de façon relativement simple en termes même pédagogiques. Et pédagogiques, pas forcément à destination de la formation initiale, mais aussi d'acteurs dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la formation continuée plutôt que la formation continue d'ailleurs. Voilà. Parce que formation continue, on entend derrière des cadres très précis. Alors, formation continuée, c'est plus ouvert de mon point de vue. Voilà. On le verra aussi dans toute cette saison d'impact, comment par exemple l'audiovisuel vient être une production dans le cadre de cette science participative. On aura aussi un exemple de guide vulgarisé plutôt transmis à des acteurs professionnels avec un épisode qu'on tournera avec Thierry. Sur les violences faites aux femmes et comment est-ce qu'on peut mieux accueillir la parole, effectivement. Qu'est-ce qu'on produit pour la société civile. Quels sont les bénéfices justement de ces productions et pourquoi c'est important de garder trace de ces recherches participatives ? De garder trace, j'emploierais pas le terme de trace, moi j'emploierais le terme d'acquis, quoi. C'est pas juste la mémoire d'une recherche, c'est que on est quand même en règle générale sur ce qu'on pourrait appeler des sciences de l'action quand même. Voilà, à mon sens, on a quand même en sciences sociales, pas forcément de manière systématique, clairement, mais en règle générale, il me semble qu'on a à faire en sorte d'améliorer l'action.
Oui. Voilà. Ou l'inaction éventuellement des fois. Et que ce soit ça l'innovation finalement qu'on retrouve pas forcément dans les sciences humaines et sociales, mais qui est calquée sur les sciences dures. C'est que c'est ça le brevet en fait, c'est d'améliorer la société dans laquelle on vit. Oui, tout à fait. Ou pas. Oui. C'est pour ça, moi, il y a un terme, parce que pour moi, c'est on va dire le pendant de la R&D. Voilà, sauf qu'on ne va pas faire forcément du développement. Alors, on peut appeler ça la recherche et innovation, la R&I. Voilà. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Et vous avez aussi mis là en exergue dans votre expérience le fait qu'il y a quand même une charte en 2017 de ces sciences participatives. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette charte ? Alors, elle est sortie en 2017. Je ne suis pas sûr qu'il se soit passé grand-chose depuis, mais honnêtement, voilà. Mais peut-être sur cette charte, moi, ce que je trouve intéressant aussi, je mets en regard cette charte des sciences participatives avec, en fait, la charte du service d'aide aux collectivités, où là, on voit déjà aussi quand même des différences. C'est-à-dire que je lis là, les sciences et recherches donc la charte française de 2017, les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent aux côtés des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Et je mets en regard la charte de l'UQAM, c'est susciter une mobilisation des savoirs qui aille au-delà d'un simple transfert de connaissances et qui puisse contribuer à une plus grande appropriation des nouveaux savoirs par les personnes qui auront à les utiliser dans leur milieu respectif. Dans le premier cas de la charte, l'idée, c'est quand même d'accroître les connaissances en tirant parti des savoirs d'acteurs, etc., ce qui est tout à fait intéressant. Mais d'une certaine manière, ça ne va pas plus loin. Alors que clairement, la charte, elle ne s'intitule pas comme ça, mais de l'UQAM, elle vise à faire en sorte qu'on apporte effectivement une contribution à l'amélioration de la société, de l'action publique, etc. Et ce faisant, d'ailleurs, on développe les connaissances. Mais c'est ce faisant. Voilà, c'est pas l'objectif central, voire exclusif. Et donc pour conclure cet épisode introductif sur la recherche et sur la science participative et lancer les différents épisodes qui permettront d'illustrer cette définition un peu plus théorique, est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse selon vos mots et en adéquation avec le contexte français et resitué au sein du laboratoire, ça fait beaucoup de critères. Est-ce que vous pourriez redéfinir simplement ce qu'est finalement la science participative ? D'abord, considérer qu'elle est bijective, si j'ose dire. C'est-à-dire que, je reviens sur cette expression-là que j'ai employée, polliniser, être pollinisé. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je trouve que le terme notamment de transfert n'est pas approprié. On n'est pas dans du transfert. On est quand même dans des choses qui sont une forme d'interaction parce qu'on a des problématiques qui viennent du terrain auxquelles on essaye d'apporter si ce n'est des réponses, du moins des éclairages scientifiques ou scientificisés, etc. Voilà. Donc il y a aussi peut-être que je m'en sortirai en partant des termes. Voilà. Donc ça renvoie clairement aussi à la notion de valorisation. Voilà. Et il faut qu'on lui mette un S. Voilà. Et on a à réfléchir à ce qu'on met derrière ces S et à le formaliser. Voilà. Après, il y a la notion de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que dès lors qu'on a affaire au monde dans sa complexité, contrairement à ce qui peut se passer dans le champ de sciences dures, c'est pour ainsi dire impossible de dire moi je circonscris ce que je vais faire à ma stricte discipline, parce que je pense que vu des participants qui sont là, ça paraîtrait totalement absurde en disant là moi je ne dis plus rien, je suis sorti de ma discipline, c'est pas entendable, voilà, parce que voilà. Donc il y a vraiment une obligation, et c'est très bien, à conduire des approches qui soient pluridisciplinaires, vraiment pluridisciplinaires, parce que contraintes par le réel, quoi, quand même, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est vrai qu'à Pacte, on a quand même tous les éléments pour ça, mais au-delà de Pacte, on est dans une université dans laquelle il y a tout un tas de disciplines qui traitent, pas pour toutes, mais pour une bonne partie d'entre elles, de sujets qui concernent la société civile.
On est à Grenoble, là de la fenêtre, on voit la ville neuve. Pendant longtemps, Grenoble a assis sa réputation sur le fait qu'on faisait de l'innovation sociale d'un côté et on faisait de l'innovation scientifique et technologique de l'autre. Mais dans les années 70-80, l'innovation technologique, ça allait être faire de la recherche sur la physique des particules. Et le chercheur, il rentrait le soir à la Villeneuve pour aller à ses réunions associatives. Et les deux sujets, a priori, avaient peu de liens. Aujourd'hui, le chercheur, en l'occurrence, il est en train de travailler sur du numérique, sur des biotechnologies, que sais-je encore, qui sont des choses qui ont un lien direct avec le fonctionnement de la société. Voilà. À mon sens, pour un laboratoire de sciences sociales comme Pacte, il y a un vrai enjeu, devoir, opportunité, on peut même dire, à être une sorte de médiateur entre des dimensions de la science très dures, avec des gens qui ont des approches qui sont peu sociétales, on va dire, parce que c'est pas leur culture, c'est pas leur formation, c'est pas ce qu'on leur a demandé, c'est pas forcément ce qu'on leur demande d'ailleurs, voilà, et pour autant, des besoins où, par exemple, sur la question de l'énergie, sur la question du numérique, etc., on peut pas... Voilà. Et inversement, ça oblige des gens qui travaillent dans le champ des sciences sociales, à s'acculturer aussi, à faire ce travail de médiation avec des sciences avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Voilà. Eh ben, vous nous avez offert une conclusion parfaite à cet épisode d'introduction, puisque c'est justement sur cet angle et sur ces questions qu'on va se pencher tout au long de cette saison 4. Merci beaucoup pour votre participation, Grégoire. Merci à vous. Et merci Émilie d'être de nouveau présente pour cette saison 4. Merci Arthur. Quant à nous, on se retrouve très rapidement avec le prochain épisode dans 15 jours, voilà, dans 15 jours, qui parlera justement d'un exemple concret avec une production audiovisuelle qui émane d'une recherche participative. Et par la suite, on continuera d'explorer cette question avec un rythme d'une diffusion tous les 15 jours. Merci Arthur. Merci. Impact saison 4, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'échange vous a plu et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Maël Menton et Élise Beck. Nous parlerons de projets d'aménagement de littoraux et comment l'audiovisuel peut être un appui à la science participative. En attendant, n'hésitez pas à découvrir et partager nos précédents épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.